Je vais donner la parole tout de suite à Bernard Bertschy, qui est professeur de philosophie à Genève et qui est aussi membre du comité d'éthique de l'INSERM, au sein duquel il travaille sur ces questions de dépistage préconceptionnel. Merci beaucoup Bernard. Merci Paul. Effectivement, je ne peux malheureusement pas être avec vous. Des raisons plus liées à la SNCF qu'à autre chose. J'espère qu'on m'entend correctement. Paul, c'est bon? Oui, oui. Très bien. Donc, dans la préparation de cette journée, Paul nous avait posé 3 questions. Alors, je vais être un peu sur l'heure, je vais prendre les 3 questions et je vais donner la réponse. Alors, je réponds et développer ainsi ma réponse. Je pense qu'avant de se demander si les capacités cognitives des futurs parents sont suffisantes pour prendre une décision dans ce contexte, il faut rappeler que, de manière générale, chacun est en charge de sa propre vie, et donc chacun est en principe le mieux placé pour dire ce qui est bon pour lui. C'est la position par défaut, qui peut certes être renversée, mais pour cela, il faut donner de bonnes raisons, la principale étant l'absence momentanée ou durable de la capacité de discernement. Bien. Mais maintenant, comme un couple a un projet parental, un tiers entre dans le paysage, c'est le futur enfant. Certes, il n'existe pas encore, il saurait lui-même prendre soin de sa vie et dire ce qui est bon pour lui, mais ses futurs parents désirent y veiller. C'est toujours un pari, parce qu'effectivement, rien ne saurait nous assurer que quand il aura grandi, notre enfant ne nous reproche pas de l'avoir mis au monde. En ce sens, c'est bien pour soi-même et non pour lui-même que l'on fait un enfant, quoi qu'on en dise. Donc les parents désirent veiller au bien de leur enfant. C'est pourquoi, s'ils ont des inquiétudes au sujet du patrimoine génétique qu'ils vont y transmettre, ils seront facilement demandeurs d'un DPC, donc diagnostic préconceptionnel. D'autant qu'ils savent aussi que devenir parent peut devenir un lourd fardeau, ne serait-ce que sur le plan psychologique, si l'enfant n'est pas en bonne santé. Et je pense que le cas de la Réunion qu'on vient de vous présenter est fort intéressant, qui plébiscite le DPC, il sait bien cette inquiétude des futurs parents. Mais l'État aussi veut veiller au bien de l'enfant à naître, et l'État craint parfois que les demandes des parents, même bien intentionnées, peuvent y déroger. Ici, on voit que 2 modèles de l'autonomie procréative vont s'affronter. Le premier affirme la liberté des parents de tout savoir concernant ce qui peut orienter leur choix, car, dit-on, on ne peut prendre une décision libre et éclairée sans connaître tout ce qui est nécessaire. Et le second modèle estime que la liberté des parents doit être limitée, car ils peuvent se leurrer sur leur bien propre et celui de leur enfant, et donc que l'État doit intervenir pour fixer un cadre qui évite certains écueils. Autrement dit, l'État doit faire preuve d'un certain paternalisme. Ces écueils, justement, par rapport à la question des parents, touchent les capacités cognitives des futurs parents, et pour le dire plus gros d'ailleurs, des êtres humains en général. En effet, dans certains contextes, nous avons tendance à raisonner mal et ignorer certaines données. Ainsi, ce qu'un DPC révèle, c'est un risque, c'est-à-dire la probabilité d'un dommage. Or, comme l'a montré Daniel Kahneman, l'être humain raisonne mal lorsqu'il est en présence de probabilités, et ici donc à propos de maladies récessives autosomiques, pour l'essentiel. Deuxième problème, deuxième écueil, la gravité des maladies est très variable, ainsi que vous le savez, la loi limite le DPI aux maladies d'une particulière difficulté. Et de plus, quelle que soit leur gravité, ces maladies sont traitables ou non. On parle de l'actionnabilité des gènes qui en sont responsables. Par exemple, en 2015, l'American College of Medical Genetics a identifié 56 gènes actionnables, où en Israël, 16 maladies sont ainsi testées. Troisième difficulté, un gène s'exprime dans un très grand nombre de variantes, qu'on appelle d'allèles, dont la plupart sont de signification inconnue. Autrement dit, on ne sait pas si ces allèles sont délétères ou s'ils font convenablement leur travail. Ce que ces écueils justifient selon moi, ce ne sont pas des interdictions, mais l'existence du conseil génétique. Grâce à lui, les futurs parents seront rendus aptes à délibérer et à prendre une décision éclairée pour leur projet parental. On vient de nous montrer qu'en réunion, dans le fond, l'information, en tout cas des personnes sondées, ce n'était pas forcément des futurs parents,
permettait à ces personnes de maîtriser correctement la problématique sur le plan cognitif. Donc, une fois renseignés, les futurs parents vont désirer ou non bénéficier d'un DPC, évidemment, si la loi le leur permet, ce qui varie selon les pays. Comme vous l'avez rappelé, en France, ce n'est pas vraiment autorisé. Or, il existe des parents plus ou moins inquiets, plus ou moins perfectionnistes, au point de vouloir un enfant que s'il est indemne de tout risque de pathologie d'esclave. On parle parfois du désir d'un enfant parfait. On peut toutefois remédier à cette difficulté en limitant le nombre de maladies qui sont testées, c'est-à-dire en établissant une liste révisable au fur et à mesure que nos connaissances progressent. Tout le monde n'est pas d'accord sur le caractère désirable d'une liste, mais moi je pense que c'est un moyen efficace pour éviter comme je l'ai dit, ce qu'on appelle parfois le désir de l'enfant parfait. Donc, je conclurai, provisoirement en tout cas, que moyennant un conseil génétique et une liste limitée de conditions dépistées, il est tout à fait possible de donner aux futurs parents la liberté de choisir ou non un DPC. Je dis sur le plan éthique, bien sûr, sur le plan juridique, ça n'est pas mon affaire. Mais c'est ici que ceux qui ne sont pas favorables font appel à des considérations sociétales. Je vais examiner celles qui sont, à mon sens, les deux plus répandues, l'argument expressiviste, c'est la première, et l'objection d'eugénisme. Alors, premier cas, l'argument expressiviste. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la détection d'un risque de transmettre une maladie, et surtout le DPI ou le DPN que cela induit, a été dénoncée par certains auteurs et certaines associations au motif que cela exprimerait une attitude discriminatoire tant envers le handicap qu'envers le porteur de la maladie, qui pourrait à terme déboucher sur une prise en charge moins bonne de ces patients et les stigmatiser socialement, ainsi que leurs parents qui les ont laissés naître et ont par là imposé un fardeau à la société. Donc, dans la littérature, on parle d'arguments expressivistes parce que ça veut dire que la pratique du dépistage express en anglais, une attitude stigmatisante, non seulement du handicap, mais encore des handicapés, dont la vie serait perçue comme ayant moins de valeur. Alors, je vais discuter très rapidement, on pourra peut-être revenir si vous désirez, mais le danger est-il réel? Personnellement, je ne le pense pas. En ce qui concerne le traitement des enfants atteints, le risque ne s'est pas matérialisé jusque-là. Pensons au cas de la trisomie 21. La prise en charge des enfants qui sont atteints de handicap s'est bien améliorée au cours des derniers siècles, qui sont mieux acceptés, et d'ailleurs, le CCNE le souligne en disant au cours de ces années, je cite, la trisomie a fait l'objet d'une prise en charge qui a augmenté la qualité de vie des personnes qui en sont affectées. C'est une crainte, mais à mon avis, elle est exagérée. La deuxième objection, c'est celle de l'eugénisme, qui concerne le fait qu'on choisit les enfants qui naîtront en fonction du caractère génétique. On a vu qu'il y a une frilosité par rapport aux tests génétiques, et il vient de vous être rappelé que c'est les seuls tests que les parents peuvent contester. Cette expression, alors eugénisme, contient en elle-même une condamnation, mais je ne pense pas, en ce qui me concerne, qu'elle soit vraiment appropriée dans le cas qui nous intéresse, parce que l'eugénisme qu'on a ici n'a rien à voir avec l'eugénisme classique du temps de Francis Galton, ni avec celui qui a prévalu dans les pays industrialisés au début du XXe siècle. Puisqu'on voulait alors améliorer l'espèce, ou du moins stopper sa dégénérescence, il s'agissait d'agir au plan des populations et non des individus, en recourant au pouvoir coercitif de l'État, et donc sans reconnaître la liberté procréatrice des parents. Certes, le DPC peut avoir des effets et des conséquences semblables à l'eugénisme classique, car lorsqu'il est suivi d'un DPI, il débouche souvent sur la non-implantation de nombreux embryons atteints d'anomalies ou de malformations graves, réduisant ainsi la présence des personnes qui en sont affectées dans la société et à la limite, une limite inaccessible, en les éliminant. Mais l'intention qui préside et la finalité qui est associée, à savoir de ne pas mettre au monde des enfants affectés de graves maladies non traitables, sont de nature fort différentes. Et je soulignerai que les différences d'intention et de finalité sont des différences morales capitales. Ça, c'était ma réponse à la première question. Pour les autres questions, je serai plus rapide. La deuxième question d'ailleurs posée constitue une troisième objection sociétale. Je vous cite cette question que Pierre-Louis nous avait soumise.
que Paul Loup, excusez-moi, est soumise, l'option d'un refus d'être dépisté ou que son potentiel enfant le soit expose-t-elle à des injonctions, à des risques de discrimination ou à des difficultés dans la vie sociale? Bon, l'être humain, comme vous savez, est un être hypersocial. On le dit très souvent. C'est tout à fait vrai, mais c'est aussi un être hyper-normatif. Ainsi, loin de se contenter des normes juridiques résultant d'un consensus pour réguler la vie publique, il invoque d'innombrables autres normes, tant dans la vie publique que dans la vie privée. Une expérience instructive est d'observer une discussion entre deux personnes et de compter le nombre de fois où ils utilisent des expressions comme « il faut »,« on doit ». On pourrait parler, de ce point de vue-là, d'un moralisme consubstantiel de l'être humain. Bon, le but des normes, c'est le contrôle du comportement, le sien, mais surtout celui des autres. Ainsi, si le dépistage devient autorisé, alors même qu'aucune obligation ne l'impose ou qu'il est affirmé comme une liberté, la pression sociale va intervenir dès lors qu'une majorité de la population le considérera comme souhaitable ou que les autorités leur recommanderont. On l'a vu pour la Réunion, on passe d'une liberté à un devoir assez facilement. Alors on accusera les réfractaires de risquer d'imposer un fardeau à la société, de ne pas vouloir le faire de leur enfant, bref, de ne pas satisfaire aux obligations, certes écrites, parentales. Toute décision prise dans un contexte social subit des pressions que les non-conformistes peuvent ressentir assez douloureusement. Alors, pour les raisons que j'ai dites auparavant, je ne pense pas que les enfants qui naîtraient affligés de maladies graves subiront des discriminations. La compassion, je pense, l'emportera vraisemblablement, comme on l'observe déjà. Mais les parents, eux, pourraient être bien montrés du doigt. Maintenant, il est clair que la naissance de la plupart des enfants atteints de maladies génétiques ne saurait être évitée par le DPC, ni même par le DPI. Dès lors, il n'est pas certain que le refus des parents sera sur le radar. La réponse à ces questions est empirique, et il faudra des études pour l'établir. Ce n'est selon moi pas elle qu'il faut considérer en priorité, mais plutôt la question de savoir si l'autorisation DPC est susceptible d'apporter des bienfaits nets. Bref, il s'agit de réaliser une pesée des risques et des bénéfices. Or, comme je l'ai dit plus haut, je ne pense pas que les risques qu'on allègue vont se matérialiser, soit parce qu'ils ne sont qu'apparents, l'argument expressiviste et l'objection d'eugénisme, soit parce qu'un conseil génétique et l'établissement d'une liste peuvent les pallier. Par contre, les bienfaits sont réels. Le plus important d'entre eux étant d'éviter aux futurs parents et futurs enfants des maladies invalidantes. Voilà ma réponse à la deuxième question. La troisième question maintenant était la suivante. Quelle raison pourrait conduire un individu, dans le cas où un dépistage est instauré, à se soustraire au nom d'un hypothétique et fragile droit de ne pas savoir? Le refus est le symétrique du consentement. C'est donc une prérogative de l'autonomie. Je rappelle que la fonction du respect de l'autonomie est de reconnaître que l'autorité de décision est la personne qui est concernée. Ainsi, quand je consens ou refuse de manière autonome, je suis légitimement l'autorité de décision. Cela implique que je dispose de l'information nécessaire pour le faire, que j'ai donc un droit de savoir. Mais c'est ici que le droit de ne pas savoir révèle son caractère paradoxal. En refusant de savoir, est-ce que je ne me prive pas d'éléments que je devrais connaître pour décider en toute autonomie? Je dis en toute autonomie, ce serait plus exact de dire avec une autonomie suffisante, car l'autonomie est toujours une question de degré sur le plan psychologique. En fait, la question du droit de ne pas savoir révèle l'existence de deux modèles de l'autonomie qui ont été mis en lumière par un petit échange entre deux bio-éthiciens humains. Il y avait d'un côté Rosamund Rhodes qui affirmait, je la cite, que l'autonomie demande que nous prenions des décisions réfléchies et éclairées, sans être influencés par des émotions irrationnelles, telles la peur de connaître des données génétiques significatives sur nous-mêmes. À quoi Jane Wilson a répondu qu'un tel raisonnement pourrait étayer un nouveau type de paternalisme où le refus d'informer un individu pour son bien serait remplacé par l'obligation qu'il soit informé au profit de son autonomie. Rosamund Rhodes estime donc que l'autonomie exclut le droit de ne pas savoir, car être autonome implique un devoir envers soi-même, celui de s'informer de tout élément pertinent. Alors que Jane Wilson a une conception plus volontariste de l'autonomie, qui insiste sur la souveraineté de celui qui possède l'autorité de décision,
et qui, dans un certain sens, n'a pas de compte à rendre, d'indemne de compte à rendre à personne en ce qui concerne ces raisons. Personnellement, je défends la même position que Rosa von Rhodes. C'est pourquoi je pense que le DPC devrait être refait et même recommandé aux futurs parents. S'il correspond encore à un devoir envers soi-même, je pense aussi que c'est toutefois pas à l'État de l'imposer. Maintenant, dans un pays comme la France où les traitements sont très largement remboursés, l'État pourrait être tenté d'imposer un DPC pour des raisons de coût. Par exemple, pour la mucoviscidose, il existe un traitement, mais il coûte 300 000 $ par année. Donc, ça pourrait évidemment être un gros problème de remboursement des soins, alors que le DPC coûterait beaucoup moins cher. En Angleterre, c'est aussi une anecdote, mais 13% des obstétriciens estiment que l'État ne doit pas payer pour un enfant handicapé quand les parents ont refusé un test de dépistage. Toute nouvelle liberté implique de nouvelles responsabilités, certes, mais et qu'il a eu, mais peut peut-être parfois la mettre en danger. Et je pense que ceci est un problème dont on ne va pas sous-estimer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ce tour très complet des questions que j'avais posées. Merci d'y avoir répondu. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui. Alors, Paul Logus, une question. Je n'entends pas les questions. D'accord, oui. C'est bien de le savoir. Je les répète. Moi, j'ai une toute petite demande et une question. La petite demande, c'est que pour les gens qui ne sont pas des spécialistes comme moi, les stupides qui viennent s'instruire, est-ce que vous pourriez mettre quelquefois les noms des auteurs pour qu'on puisse après regarder, par exemple, la personne qui considère que l'autonomie comporte l'obligation d'être informée? J'aimerais en savoir plus parce que ça me choque beaucoup. L'autonomie, c'est quand même choisir pour une femme le droit de faire sa grossesse tranquille. Ça ne serait pas mon choix, mais c'est un choix que je peux respecter parce qu'il y a quand même des... Moi, je suis une vieille psychiatre bobologue, il y a quand même des gens qui sont très anxieux. Et j'ai eu l'exemple récent d'une personne dont je n'ai pas voulu m'occuper justement parce que je ne suis pas compétente et que je trouvais que c'était plus que de la bobologie, qui a eu sa grossesse complètement perturbée, son couple complètement perturbé, parce que comme c'est une enseignante, elle a été obligée de subir des tests pendant sa grossesse, et elle a été complètement démolie et avait besoin d'un secours qui était plus que ce que peut faire une bobologue pas inscrite au Conseil de l'Ordre. Donc, j'aimerais bien connaître le nom de cette personne pour voir un peu ses arguments, pour essayer de les comprendre, parce que je trouve en tant que vieille médecin pas spécialement intelligente et pas spécialement formée en éthique, que c'est extrêmement choquant de refuser aux gens le droit de ne pas être angoissé quand on sait ce que les pics d'angoisse peuvent causer pendant une grossesse, dans un couple, etc. et en postpartum. Alors, est-ce que tu as entendu la question finalement? À peu près, j'ai compris que la personne qui posait la question trouvait choquant pour une obligation, de savoir. Obligation de savoir, effectivement. Tout à fait. Alors, moi, je vous ai cité les deux bioéthiciennes qui avaient discuté de cette question-là. Alors, il faut bien voir. Après, il n'est pas dit exactement quelle serait l'étendue de ce devoir de savoir, mais l'argument de Rosa von Rhodes, c'est qu'il m'apparaît pas sur ce point-là, c'est qu'on ne peut pas décider en toute ignorance de cause. Il y a des éléments qu'on doit connaître pour pouvoir décider. Maintenant, moi je suis d'accord, comme la personne sans doute que j'ai la question qui a été posée, que l'État n'a pas à imposer ce genre de choses. Et je pense que d'un point de vue moral, on a un devoir envers soi-même et vis-à-vis de ses enfants qui est de se renseigner suffisamment pour éviter de les mettre dans une situation qui serait absolument dramatique. Maintenant, comme je l'ai dit aussi, en ce qui correspond, c'est une position, tout ça évidemment n'existe pas des points de vue juridiques, mais il est clair que si on fait un DPC pour un certain nombre de conditions limitées, la question, je pense que le problème
du gros inconfort psychologique dans lequel pourraient se trouver les mères, peut-être pallier. Il y a de nombreux pays, hein, comme Israël, comme Europe, qui proposent aux citoyens un DPC pour certaines pathologies qui existent dans ces pays. En Europe, on sait que c'est la mucoviscidose qui serait sans doute le meilleur candidat. Voilà, on n'est pas obligé de donner aux parents la liberté ou le devoir de s'informer sur toutes les conditions qui existent, puisque comme je l'ai dit aussi, la plupart des allèles que l'on découvre sont de signification inconnue et on ignore la plupart des choses. Dès qu'on est dans des cas de maladies polygéniques, ça devient complètement ingérable. C'est là que la question de la liste. J'espère avoir pu répondre. C'est là que la question de la liste est importante. Moi je trouve, alors je sais que le CCNE il est pas favorable, je n'ai pas vu l'argument. Je sais qu'en Belgique et en Suisse, les médecins ne sont pas favorables. Mais moi je trouve que ces personnes ont une bonne solution, peut-être une solution à discuter. En fait, c'est deux définitions de la liberté, c'est-à-dire que ça peut rejoindre aussi la distinction entre liberté positive et liberté négative, il me semble, parce que dans le premier cas, c'est l'idée de la liberté positive, c'est-à-dire que on donne des possibilités aux personnes de savoir, de prendre des décisions réfléchies, et de l'autre, on la protège contre un empiètement sur sa liberté, contre des informations qui pourraient faire effraction dans sa tranquillité. Donc c'est deux définitions de la liberté qui sont dans ce débat entre Rosa Monroe et Jane Wilson. Oui, tout à fait. On peut même, alors si on veut citer des auteurs plus prestigieux, quand Kant te dit que l'autonomie c'est la liberté sous des lois morales, il a aussi évidemment une conception de devoir envers soi-même qui implique que pour être autonome, on doit prendre connaissance d'un certain nombre de choses, après ça reste évidemment à déterminer, versus un auteur comme Rousseau qui pense que la volonté est souveraine et que chacun doit décider librement ce qu'il peut ou ne veut pas pour lui et qu'il n'a pas à en rendre compte. Mais de façon plus concrète, enfin, finalement, c'est la question de ça. Si un dépistage préconceptionnel était autorisé, cette question-là, elle se poserait. Qu'est-ce que ça impliquerait concrètement? C'est-à-dire, est-ce que ça impliquerait que d'un côté, on laisse au médecin le choix d'informer ou non de cette possibilité, et que de l'autre, on oblige le médecin à informer? C'est ça, en fait, l'implication. Alors, j'imagine du côté du médecin, s'il y a une liberté qui est laissée au patient de faire un test non, le médecin doit lui en informer. En tout cas, ça me paraît relativement... Non, mais si on suit la position... La relation, le colloque entre le patient et le médecin, que le médecin ne cache pas des possibilités qui sont légales à son patient. Ça fait partie de la confiance. Je ne sais pas comment qu'apparaît, mais juste pour préciser, je pense que je me suis mal exprimée. Ce que je voulais dire concrètement, c'est qu'il peut y avoir des conséquences sur une grossesse, par exemple une femme qui se retrouve avec une prescription d'antidépresseurs ou de tranquillisants, qui pourront avoir pour la société des conséquences peut-être beaucoup plus grandes que le risque de détection d'un virus avec les conséquences, etc. Il ne faut pas considérer que ça n'a pas d'influence si une femme a un tempérament anxieux et qu'elle ne voulait pas savoir, de lui imposer, parce que si elle a des traitements, ça peut avoir une conséquence pour la société, pour l'enfant, parce que, je ne sais pas, on a pu parler de risque d'autisme, de tout ce que vous voulez, ou même simplement le stress, les élévations de cortisol, etc., ou si elle se met à boire de l'alcool, ou que sais-je. Enfin, on ne peut pas considérer que la femme enceinte, c'est un vase de laboratoire inerte et qu'il ne va rien se passer pour le bébé si elle est hyper anxieuse. Donc il faut quand même laisser le droit aux femmes de dire « moi je suis trop anxieuse, ça se passera mal pour moi, je ne veux pas être dépistée pour tel ou tel risque ». Ça me semble affreux de penser ça, mais j'ai pas les... Maintenant, il faut le traduire de manière philosophique. Hein. Moi, je dis ça au ras des pâquerettes. C'est de ces deux positions. Sauf si tu veux répondre, Bernard, là-dessus. Mais je pensais... Non, moi, je suis d'accord qu'il ne faut pas imposer aux femmes
qui envisagent une grossesse, des tests de ce genre-là. Je pense que c'est une question du niveau politique, social, c'est la liberté personnelle là, qui doit dominer au niveau politique. Après, du point de vue moral, moi je pense qu'on peut développer un argument disant que quand on fait un enfant, il y a un certain nombre on a des responsabilités nouvelles qu'il faut bien sûr assumer. Même si on n'a pas rendu compte à l'autorité politique après, jusqu'où vont ces obligations, bah, c'est une question de discussion, puisque quand il s'agit de morale personnelle, on est évidemment dans le domaine du pour et du contre, de l'évaluation. Alors, est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Une remarque plutôt, c'est possible? Ou vous voulez poser une question? Donc, William Adet, vous voulez dire? Moi, je pense aux milliers de thyroïdes et de prostates qu'on a enlevés quand on a commencé à faire des biopsies. Et ma question, c'est à qui doit revenir la décision de ne pas trop glisser dans ces diagnostics? C'est-à-dire qui doit décider sur quelle maladie on cherche, qu'est-ce qu'on ne cherche pas? À qui ça revient? C'est aux politiques, aux médecins, aux patients, au comité d'éthique? À qui ça revient de ce choix-là? C'est politique. C'est aussi lié aux études qui ont été demandées par le Comité national d'éthique après leur avis favorable en fait. Ils sont d'accord sur le principe du DPC, mais il faut voir s'il y a une indication, une réelle nécessité de ce dépistage dans la population française. Et donc ça passe par des études de prévalence, des études de savoir combien il y a de porteurs sains dans la population française, dans telle population, et si ce taux de porteurs sains est important avec un risque de survenue de la pathologie génétique, qui est d'autant plus important. On parle en règle générale, c'est 1 à 2 naissances par an. Là, on peut se poser, c'est à ce moment-là qu'on pourra décider de déployer ce dépistage dans ces populations cibles. Donc pour moi, c'est une décision médicale. Le GPI, il y a une liste de maladies qu'on peut dépister qui sont prises en charge. C'est codifié, ça a été réfléchi avec le CCNE, les généticiens, les gynécologues, ça a été réfléchi. Il y a une liste de maladies pour lesquelles le DPI est possible, mais ce n'est pas possible pour toutes les maladies en France. Donc on pourrait envisager la même chose pour le DPC peut-être. Oui, bien sûr. Mais après, il faudrait s'appesantir sur la question de quelles sont les maladies génétiques survenues fréquentes dans la population et comment est-ce qu'on a des bases génétiques fortes et sûres pour proposer un dépistage en population générale. C'est pas trop